J'étais au Fresnoy entre 2006 et 2008 et c'était un choix assez naturel parce que je voulais pas faire d'école de cinéma. Enfin, moi, je me destinais autant au cinéma qu'à l'art contemporain et sans qu'il y ait une pratique qui prédomine sur l'autre. Et je voulais pas faire une école comme la FEMIS, alors j'ai pas voulu non plus passer le concours, je me reconnaissais pas dans ce qui s'y faisait, dans l'enseignement, dans ce qu'on voyait du cinéma là-bas. Par contre, au Fresnoy, je trouvais une manière de penser la formation, la pédagogie, le rapport à l'art, une pensée du cinéma qui était beaucoup plus proche de ce que moi je cherchais. L'art était la porte vers le ciel, vers la vie. Donc c'est comme ça, je suis un autodidacte, même si j'ai eu des maîtres, j'ai vraiment eu des maîtres, mais je suis plutôt quelqu'un j'ai pas fait les beaux-arts. Je suis rentré, j'avais 14 ans, dans la galerie de la Ramassie, et je lui ai amené des dessins et je lui ai demandé comment on faisait pour peindre. Je ne sais pas où elle en est, la Ramassie, aujourd'hui, mais enfin, c'est quelqu'un qui m'a accueilli. Il y a eu Karl Flinker aussi, qui était quelqu'un qui m'a accueilli. J'étais un tout jeune garçon, j'étais un adolescent, puis après, j'ai rencontré l'art, au fond, à travers des marchands. Je fréquentais la galerie de Sonnabend, rue Mazarine. Donc c'était plutôt rive gauche d'ailleurs à cette époque-là, avant de découvrir Templon, avant de découvrir à l'époque où Lambert était encore rive gauche. Mais j'étais très jeune, j'avais moins de 15 ans quand les choses sont... Ensuite, j'ai rencontré des artistes de l'école de Paris comme Pierre Hucheneau, qui est un artiste beaucoup moins connu, René David, puis j'ai rencontré Marc Devade et Louis Kahn. Et donc toujours, les choses se sont faites par compagnonnage, par rapport maître-élève, comme ça. À chaque fois, j'allais les voir en leur demandant « Mais pourquoi vous avez fait ça? Ça ne tient pas debout, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. » Et alors, on me disait « Écoutez, assieds-toi là et je vais t'expliquer comment ça se passe. » Je n'ai pas décidé de faire d'école d'art, c'est pas que je l'ai décidé ou pas décidé, c'est que je n'y ai jamais pensé. C'était pas... voilà, j'ai suivi un cursus scolaire bateau, j'ai été aiguillée sur des mauvaises formations, éjectée les 3/4 du temps parce que très mauvaise élève. J'espère que mes enfants ne m'écoutent pas. Et voilà, et donc je suis arrivée dans le monde du travail par hasard, par erreur, et puis et j'en suis sortie un peu écœurée, un peu dégoûtée, mais après j'ai commencé à faire ce que j'aimais faire. Et mes collages sont venus de là. Maintenant, pourquoi des collages papier? Avec le recul, je peux dire c'est grâce à ce que j'ai fait avant. J'ai utilisé des cutters, des rotrings, j'ai manipulé du papier, du texte pendant 20 ans et on le retrouve dans ce que je fais actuellement. Donc je n'ai pas fait d'école d'art, je n'ai pas appris à manipuler un pinceau, mais j'ai appris à manipuler un cutter. J'étais trop vieux pour entrer dans une école d'art en fait. Je suis rentré de Guyane, j'avais 26 ans et j'ai été périmé pour les Beaux-Arts, pour l'école Boulle. C'était les deux écoles où j'avais vraiment envie d'essayer de rentrer. Et du coup, comme j'avais pas d'autre solution que d'aller à l'université, j'y suis allé. Mais finalement, c'était plutôt une bonne chose parce que j'y ai reçu un bon... on m'a beaucoup aidé à la fac à développer ma démarche en fait. Ils ont tourné les petits boutons pour que en fait, il y ait quelque chose qui se déclenche et que je puisse passer à la suite. Et c'est comme ça que je me suis mis... je suis passé de la peinture au dessin. Et ensuite, j'ai commencé à aborder la sculpture et très très vite, la taxidermie est venue se coller dedans. J'ai tenté plusieurs écoles, j'ai eu la chance de rentrer aux Arts Déco. Et puis là, aux Arts Déco, j'étais en image imprimée, une section qui englobait de la sérigraphie, la gravure, l'illustration, ce genre de choses-là. Et même là-dedans, j'avais pas trop de... je savais pas trop ce que j'allais faire après, en fait. En fait, c'est vraiment ça la question. Finalement, on a tout ce temps, on a le droit de s'exprimer comme on veut. Et donc, dans cette situation-là, bon, mais on fait quoi? Et donc, tu apprends non seulement tout sur l'art, mais aussi sur toi-même. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'écoles, je pense, où on peut apprendre à se connaître et vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire pendant le temps qu'on est ici, comment on va occuper notre temps, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, c'est une éducation quand même assez artistique, c'est-à-dire, donc je suis des Pays-Bas et mes parents aimaient beaucoup aller en France. Et donc,
j'étais enfant, ils m'ont entraîné dans les églises, etc. Mais je crois que la chose qui m'a le plus plu, c'est le fait c'était juste avant la fermeture, c'était la visite des grottes de Lascaux. Et ça m'a comme, j'avais 10 ans peut-être, et je trouvais ça absolument formidable. En fait, si vous voulez, ma mère ne voulait pas que j'aille à l'Académie des Beaux-Arts. Donc elle m'a envoyé dans une sorte un compromis, c'est une école de graphique, mais c'était plutôt pour le métier d'imprimeur. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et par la suite, j'ai vu que j'étais plus grand, un petit peu plus indépendant, et j'ai dit, il faut que j'aille à l'Académie des Beaux-Arts, de ce que j'ai fait. En Hollande? En Hollande, oui. J'ai travaillé pendant des années dans une sorte d'isolation. Je ne connaissais que très peu de monde. J'allais voir des expos, mais c'est tout. Donc j'avais très peu de collègues peintres, si vous voulez. Et comme ça, une fois, une rencontre d'une ancienne élève, une ancienne élève de ma femme qui travaillait dans une galerie à Grenoble. Elle dit, mais il faut que tu viennes, etc. Bon, là, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années avec cette galerie à Grenoble. Oui, à la sortie des Beaux-Arts, donc on a créé ce réseau, New Folder, on a l'atelier, on monte des expositions. On a cherché des aides plutôt via la mairie parce que nous, l'atelier est à Pantin. Donc on avait fait une exposition au pavillon. Voilà, on a essayé toujours d'avoir le maximum d'aller le maximum vers des gens qui pourraient nous aider, qui pourraient être intéressés et avec qui on pourrait faire des projets. Après, c'est vrai que très rapidement, bon, mais quand tu passes tout ce temps-là à monter des expos, à vraiment faire tout ce travail, il y a un moment donné où tu te rends compte, bon, finalement, je passe plus de temps à faire ça, et c'est un travail bénévole, et je me concentre moins sur mon travail. Donc ça, c'est encore une fois un équilibre à trouver, parce que tu veux pouvoir montrer, donc tant que tu n'as pas, par exemple, le Salon de Montrouge, ce genre d'occasion pour pouvoir montrer ton travail, pour que ça soit visible, parce que c'est vrai que juste de travailler dans l'atelier, de produire dans l'atelier, et puis ensuite de tout de suite mettre en stockage, c'est pas très stimulant. Donc voilà, au début, on voulait vraiment montrer le maximum. Quand je suis rentré de Guyane, j'ai pris effectivement mes vieux dessins pourris que j'avais fait là-bas et je me suis tapé le culot de rentrer dans une galerie, une seule. J'ai jamais refait après. Jamais, 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 jamais. Donc, je me suis fait littéralement virer, quoi. En bonne et due forme, sans bonjour ni au revoir. Bon, en même temps, ça avait le mérite d'être clair. Hein, puis en même temps, c'est vrai que j'étais pas prêt. Donc, mais bon, après, bon, bref. Ce que je cherchais, c'était un producteur avec qui je m'entende bien et avec qui j'ai une sorte de forte affinité de pensée, qui puisse m'accompagner jusqu'au long métrage. Et ça, je l'ai trouvé assez vite, enfin, c'était même pendant que j'étais au Fresnoy, et là, on est en train de finir mon premier long métrage. Dans le domaine de l'art contemporain, c'était d'assez vite d'être autonome dans la production de mes pièces, et de trouver une galerie, ce qui a mis un peu plus de temps à arriver, et qui s'est fait après le Salon de Montrouge. J'aurais pu trouver 200 € par mois et me trouver à 15 mètres de mur pour bosser, quoi. Alors que c'est ce que j'avais vraiment envie de faire après la 5e année des Arts Déco, où c'est vraiment tu montes ultra haut là, sur un pic avec le vent en poupe et tous les moyens des Arts Déco, tu montes ton grand projet, tu as bossé un an là-dessus, c'est la fiesta, puis d'un coup tu te retrouves sans rien, sans moyens, sans atelier, sans local et tout, et il faut se prendre en main, quoi. Bon, c'est bien, quoi. C'est une année assez dure, mais voilà. En parallèle, du coup, j'ai bossé pour l'exposition à la Galerie du Crous. J'ai montré quasiment toutes les récentes productions. J'en ai fait mon dossier pour Montrouge, que je ne sais plus, tu l'envoies au mois de octobre, c'était octobre 2012. Et donc, j'ai appris que j'étais reçu et
j'avais ce truc-là qui se profilait en mai 2013. Donc je savais que c'était un salon pour des artistes émergents, peu importe l'âge. Moi, c'est ce qui m'intéressait, puisqu'évidemment, j'ai plus de 35 ans, donc je ne peux accéder absolument à rien au niveau artistique. Voilà. En plus, j'ai des enfants, donc je ne peux pas postuler pour des projets à l'extérieur ou des résidences. Moi, j'entendais parler de Salon de Montrouge, puisque j'avais... il y a un ami qui m'a dit « Pourquoi tu fais pas un effort, fais ton dossier, tu amènes ton travail ». Et voilà, c'est arrivé comme ça. On était 4 ou 5 artistes, on a loué une camionnette, on a tout mis sur le toit, dans la voiture, etc. Et on est allé montrer notre travail à Nicole. Je suis allé à la fac pour m'inscrire en thèse et il y avait une affiche pour le Salon de Montrouge. Vous êtes jeune artiste, vous pensez que votre travail peut être montré, envoyez-nous un dossier. Et comme une semaine ou 15 jours avant, mes profs m'avaient incité à envoyer des choses, du coup j'ai envoyé un dossier qui arrivait dans un état lamentable parce que je l'ai imprimé, il manquait une cartouche je crois, ça devait être du bleu, donc toutes les photos étaient rouges, sur du papier pourri. C'est tombé dans une flaque d'eau pleine de latérite en Guyane et après j'ai posté le tout. Ils ont quand même retenu mon dossier, donc ça tient limite du miracle quand même. Où c'est pas homogène, tu vois, genre même là. Ok, donc je vous laisse commencer à faire ça. J'ai reçu le prix du Conseil général des Hauts-de-Seine. En fait, j'ai super bien pris parce que je ne pensais pas que ce serait possible. À partir du Montrouge, tout de suite, on a commencé à me donner des espaces de plus en plus grands, à me donner des moyens aussi. J'ai commencé à travailler avec des équipes d'étudiants. Parce qu'en fait, j'ai voulu profiter de ça pour comprendre, voilà, parce que c'est bien joli de faire des œuvres d'art, mais après, il faut savoir les montrer correctement aux gens. Parce que si on ne le fait pas, ils vont passer à côté. Du coup, j'ai plutôt mis l'accent là-dessus. Je peux vous dire, ça m'a fait un sacré choc. Je m'attendais absolument pas à ça. Déjà que je participais, je trouve ça très bien. En plus d'avoir le prix de peinture, c'est... Mais après, j'ai vraiment rencontré beaucoup de monde. Surtout, c'est Henri-François Desbayeux de Libération qui m'a toujours défendu après. À l'époque, c'était Philippe Carteron de Nouveau Lobs, mais il est parti depuis fort longtemps. J'ai rencontré des galeries, des critiques d'art, Jean-Luc Chalumeau, etc., etc. C'était pour moi vraiment le départ de... Soudain, j'existais vraiment sur le marché de l'art. Du coup, j'ai réalisé un petit peu et que du coup, ça allait avoir un impact quand même assez fort sur mon travail, enfin sur la visibilité de mon travail. Du coup, il y allait avoir une expo au Palais de Tokyo assez vite. Et que voilà, à l'époque c'était Frédéric Mitterrand qui était ministre de la Culture qui venait remettre le prix, donc il y avait quand même un truc un peu très visible, que le collège critique c'était que aussi des très bons critiques d'art, des gens qui avaient vraiment l'œil, qui écrivaient des textes intéressants, que du coup ça allait, voilà, je l'avais fait sans trop d'attente et en me disant tant mieux, je suis là. C'était un moment assez fort pour moi parce que en fait je venais d'apprendre que un documentaire que je venais de finir était pris à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, mais c'était peut-être une semaine avant. Et une semaine après, j'apprenais que je partais à la Villa Médicis. Et donc en fait, et donc je pense que les événements ont rejailli un peu les uns sur les autres, quoi, que la Villa aussi, ça a fonctionné. Enfin, ils m'ont pris aussi parce que la visibilité entre la quinzaine et le salon, tout d'un coup, il y a une espèce de convergence, de bonnes nouvelles. C'est assez marrant, donc du coup, ça se fait le soir du vernissage. Je rencontre un type qui me dit « Ah, c'est bien, je vais t'acheter un truc. Tiens, prends mon numéro, Georges Valois, je sais pas quoi. » Je fais « Bon, d'accord, ce soir-là, tu parles à 1000 personnes, tu prends 50 cartes de visite, et des fois, tu te dis « Bon, j'avais commencé à comprendre que des fois, on te dit un truc, mais au final, ça va pas plus loin. » Donc bon, je rentre son numéro, comme ça, là, comme un idiot. Et puis après, je vais discuter avec un collectionneur, je vais livrer une peinture à un collectionneur, un type qui habite
le 8e, et bon, qui a un appartement avec François Morlet, Fabrice Hibert, enfin un truc qui fait bon, le 4e étage du centre Pompidou, quoi, niveau art contemporain. Et du coup, le type, je sais pas, à un moment, je lui parle des gens que j'ai rencontrés donc au salon, et je lui dis, ouais, il y a un mec là, Valois, il me fait, Valois veut t'acheter un truc, mais appelle-le, contacte-le, genre, vends-lui un truc et tout. Et à ce moment-là, c'était un peu trop tard. Il y avait eu toute l'effervescence du salon de Montrouge, et les gens avaient défilé quoi, dans l'atelier, et enfin, j'avais vendu à peu près tous les trucs sympas. Du coup, je le recontacte, je lui fais « Ah, bonjour, désolé, je voulais vous recontacter pour vous proposer une visite d'atelier. J'ai plus rien, là, je crois. On se revoit à la rentrée, ou je sais pas quoi. » Et, bon, il est super, et il me dit « Ouais, ok, à la rentrée et tout. » Et donc, grosso modo, ça a commencé comme ça. L'aspect social de la mondanité, le relationnel mondain, m'intimide encore énormément aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très très mal à l'aise dans un vernissage, je ne sais pas où me mettre, je souris d'un air niais, ça dure toujours terriblement longtemps, j'ai l'impression que on est là depuis 2 heures, mais ça fait juste un quart d'heure, bon, c'est comme ça. Donc j'étais un peu tendu, je me rappelle très très bien de la soirée au vernissage. Le jugement de valeur est faussé par le marché. Lorsqu'on est au salon de Montrouge ou dans un salon en règle générale, surtout qui montre de jeunes artistes ou des artistes qu'on ne connaît pas, on a moins cet aspect-là. On est moins intimidé en se disant c'est une très grosse galerie américaine, on sait très bien qu'ils ont payé leur stand une fortune, et s'ils accrochent ça, c'est que ça oh là là, ça coûte une fois. Alors donc du coup, on ne regarde pas de la même manière. Quand on est dans un salon, on est dans cette espèce d'épanouissement, que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalise, disait Mao Tse-tung. Mon Dieu, comment on peut citer voilà. Et ça, c'est à la fois terriblement inhibant, parce qu'on se dit, oh, mais comment je vais faire ma place là-dedans, comment je vais exister là-dedans. Et en même temps, je pense que c'est très stimulant, parce que on est... c'est très enrichissant, c'est très galvanisant de savoir que tout est possible comme ça, que toutes les différences sont possibles. Les collectionneurs, les expos à l'étranger, j'ai même eu des propositions pour faire des résidences, voilà, il y a eu tout ça, la vente aux enchères aussi, ça a été... donc tout s'est posé, j'ai eu un bref aperçu pendant le salon de tout ce qui allait m'attendre plus tard. Voilà, tout ce que je retrouve maintenant exposé au Salon de Montrouge, c'était aussi, ça rendait légitime mon travail. Voilà, tout bêtement. C'était plus un travail que je faisais chez moi, comme ça. Il y avait une reconnaissance du monde de l'art, oui, parce que ce soit des critiques qui m'ont sélectionné pour le salon, de Nicolas Rosette qui était mon critique pendant le salon, de Stéphane Coréard qui a épluché les premiers dossiers, de toutes les galeries que j'ai rencontrées pendant le salon de Montrouge. J'ai été sollicitée par plusieurs galeries. Après, voilà, donc tout ça, mon travail était légitime. Même si je n'avais pas fait d'école d'art, même si je n'avais pas fait 50 000 expos avant, même si, voilà. C'est une reconnaissance du travail qui était très importante pour moi, parce que j'avais absolument aucune conscience de ce que je faisais, je pense. J'ai eu beaucoup de chance avec le partenariat que j'ai pu faire entre le Salon de Montrouge et la Marbrille d'Art Caudron pour faire le She Shell, qui est une pièce en marbre. Ça faisait peut-être 2 ans que je me suis dit en marbre, ça serait super, mais bon, financièrement pas possible. Et là, tout d'un coup, c'est devenu possible. C'est vrai que je suis lauréate du prix Cristal du Salon de Montrouge de l'année dernière. Et ce qui est super, c'est justement d'avoir un jury d'enfants qui ont un œil autre finalement que des adultes. Et c'est vrai que j'étais là plusieurs fois pour leur expliquer le travail, ils n'hésitent pas à poser des questions, donc on a bien rigolé, c'était très sympa. Donc c'est vrai que c'est touchant quand les enfants ils choisissent son travail. Après, c'est vrai que je pense que du fait que mon travail est coloré, qu'il est figuratif, qu'il y avait le crabe, la crème, le chantilly, etc., toute la connotation sexuelle, finalement, ils ne le voient pas. Donc c'est assez drôle que finalement, ils ont aussi voté pour mon travail. Mais je pense que c'est parce que c'était finalement des choses, des objets, des formes avec lesquels eux, ils pouvaient avoir un rapport, quoi, et qu'ils comprenaient à leur échelle, on va dire.
Donc j'ai tenté 4 fois le Salon de Montrouge. Je pense que la première fois, je devais être en 4e année à l'École des Beaux-Arts. Et donc là, je l'ai eu l'année dernière, donc ça faisait 4 ans que j'étais sortie. Donc ça fait quand même sur 6 ans. Donc oui, en 6 ans, le travail a changé quand même énormément. On va dire que la pièce que j'ai faite en 4e année, Still No Fucking Idea, c'est la pièce, la première pièce qui m'a amenée à ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Donc c'était à ce moment-là que j'ai commencé à montrer le travail pour le salon. Et tous les ans, bon, mais oui, il se rajoutait des choses. Donc je ne sais pas après si auprès de Stéphane Coréard, le fait de voir un suivi du travail qui avance, est-ce que ça aide pour être pris et sélectionné ou pas? Je ne suis pas certaine parce qu'il m'a dit par la suite qu'il avait déjà présélectionné mon dossier, mais comme ça se passe dans le jury, après c'est le collège critique qui doit vouloir soutenir le travail. Donc pour moi, tout ça, ça reste très flou. Voilà. Ils te poussent au travail et en même temps ils comprennent assez qu'il y a eu des périodes où je leur ai dit s'ils voulaient, il me fait bon alors t'as des nouveaux trucs, je fais bah non là j'ai pas envie, je fais rien, voilà quoi. Mais après ils sont là, ils viennent te voir, ils sont super disponibles pour toi, enfin même si Georges Philippe il a je sais pas qui au téléphone, il va prendre un quart d'heure pour parler de ton travail, quoi. Humainement, c'est assez fou de vendre ton travail à quelqu'un. Enfin, c'est de l'argent pour un truc qui sert à rien, disons-le, quoi. Donc, enfin, ça, c'est assez fort, quoi. Tu te dis, bon, bah, 800, 1000 euros pour ça, c'est quelqu'un qui... Enfin, le temps, c'est de l'argent, quoi. Donc, il y en a qui ont acheté des choses qui n'ont pas ce genre de problème-là, quoi. Mais il y en a d'autres où, bon, bah, 600 euros, c'était beaucoup, quoi. Des gens de 25 ans, 30 ans... Donc moi, ça me touche beaucoup, quoi. Enfin, je me dis, voilà, c'est... Donc ça, c'est assez fort, quoi, les collectionneurs. Moi, j'ai toujours beaucoup de... Surtout qu'en plus, c'est des gens qui viennent te voir, ils veulent acheter ton travail. C'est des gens qui, bon, aiment bien ton travail, forcément. Donc il y a toujours des dialogues assez marrants qui s'installent. Enfin, c'est des gens, c'est un peu sur la même longueur d'onde. Ils sont tous assez différents, mais... Voilà. Le premier, c'était un couple. C'est elle qui m'a contactée. C'est avec elle que j'ai été en relation tout le temps. Et quand j'ai livré ma pièce chez eux, j'ai pu réaliser que lui, c'était une grande pointure du monde de l'art. Alors là, ça m'a vachement... Vous voyez, j'en suis encore émue. Et donc ça, c'était une super belle rencontre. Mais ça ne s'est pas fait le jour même pendant le salon, ça s'est fait par la suite. Après le salon, j'ai livré ma pièce et c'est là que j'ai découvert vraiment le vrai visage de mon acheteur. On a un rapport à avoir avec les collectionneurs, c'est-à-dire pourquoi on se retrouve dans une collection, quel sens ça a et pourquoi on est acheté en fait. Et comme quand on est acheté par un musée ou une collection publique, on est entouré et on est acheté par un conservateur et il pense que cette pièce-là a une place dans une collection. Et quand on est acheté par un collectionneur privé, je trouve que la manière dont on va prendre place dans sa collection, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et j'ai l'impression que quelqu'un comme Antoine de Galbert, quand il achète, il y a quelque chose de viscéral, d'hyper émotif, et en même temps d'assez intellectuel dans la pensée qu'il a et de l'art et de rassembler les œuvres, qui, du coup, je me dis, ah oui, on peut aussi produire des œuvres qui vont avoir du sens, un sens extrêmement fort pour des gens qui vont les posséder aussi, et pas que les regarder. Et je sais que ça c'est peut-être le premier grand collectionneur que je rencontrais, et je l'ai rencontré au salon, et tout d'un coup, j'ai pris conscience de cette dimension-là, en fait. Le cercle d'amis critiques d'art se sont élargis grâce à ce prix de Montrouge. C'était extraordinaire. Le collectionneur qui m'a acheté beaucoup d'œuvres après, il a vu mon œuvre au Salon de Montrouge, mais il n'y avait pas encore, le prix n'était pas encore décerné. Il m'a appelé, il dit, oui, je m'appelle Nia Nia Nia, je suis intéressé d'acheter la peinture, combien tu demandes, vous demandez, pardon. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Il faut que je l'avoue, j'ai gagné bien ma vie dans les années 80. Et après, effectivement, mes ventes sont beaucoup, pour tout le monde, hein, ça a beaucoup chuté. À une crise. Et là, il y en a encore un autre qui nous poursuit.
Ma galeriste, je l'ai rencontrée grâce à Gaël Charbot, mon parrain de Montrouge. Donc Gaël m'avait demandé de participer à une exposition à la Fondation d'entreprise Ricard, qui s'appelait Rituel, pour laquelle j'avais fait la première version de ce cercle qui était couvert de clous et de fils. Donc c'était une bonne expérience aussi, ça, avec la Fondation Ricard. Et en fait, Gaël a un peu tanné ma galeriste, Suzanne Tarazieff, en lui disant « J'ai un artiste pour toi, il faut que tu viennes le voir. » Et puis Suzanne, elle était, comme d'habitude, elle avait 15 000 trucs à faire, elle n'avait pas le temps. Et puis un jour, elle s'est retrouvée greffée sur une visite de Ricard. Elle est tombée sur mon boulot. Là, elle s'est rappelée du message de Gaël et elle m'a appelé dans les, je sais pas, dans les 3-4 jours. On s'est vu la semaine suivante et on a décidé de commencer à bosser ensemble au mois d'octobre d'après. Donc là, je crois que ça doit faire un peu plus de 3 ans que je suis chez Suzanne Tarazieff. À partir du moment où on commence à proposer une œuvre à 2 000 ou 10 000 ou 30 000 euros, le collectionneur qui est en face, il est peut-être en droit de se demander si ça vaut vraiment le coup de claquer cette somme pour l'œuvre d'art. J'avais pas envie de calculer ce qu'il fallait dire à tel marchand, à tel collectionneur en fonction de mon loyer ou en fonction de la pièce que je voulais faire prochainement, etc. J'avais pas envie de ça. J'avais envie de légèreté. Et donc j'ai mis du temps à trouver le papier de l'Ingres, pas cher, les pigments, la gomme arabique, l'eau. Le papier, je les raboute, je les colle les uns à côté des autres. Je peux faire des formats qui font 3 mètres ou 4 mètres. Je les plie. Une fois qu'ils sont faits, je les plie. Et après, je fais le cadre. Et le cadre, pour moi, c'est les bords du champ, si tu veux. Une fois que tu as fait, t'as dépierré ton champ, une fois que tu as fait les limites de ton champ, si tu veux, le 80% du travail du paysan est fait. Après, tu mets du blé, ou tu mets du seigle, ou tu mets ce que tu veux, mais bon, le boulot est fait. Sur la toile, sur le papier, là, il se trouve qu'il y a un peu de rouge sur le papier, donc je vais avoir une sorte de relief un peu sale, et que je gratte avec l'ongle comme ça. Je passe des après-midi entières à gratter les couches. Je peins, en gros, ce que je vois par la fenêtre. Je peins une flaque d'eau. Tout ce que je peins, c'est un peu comme chez Constable. Je peins 50 mètres autour de cette maison. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Pendant 2-3 ans, j'ai peint une flaque d'eau du jardin et je regardais le ciel dans la flaque d'eau, je regardais la terre, je regardais, enfin tu vois, le microcosme dans le macrocosme dans le microcosme, ça marche très bien. Milliers d'artistes ont fait ça avant moi et ça suffit. On n'enseigne pas le droit ou l'économie politique, on enseigne des choses qui nous tiennent aux tripes et que ça peut passer que de 1 à 1. C'est une transmission comme ça fait une longue chaîne. C'est une longue chaîne. Je crois que mes maîtres, moi, sont ceux dont j'ai cité les noms, mais il y en a jusqu'à la grotte de Lascaux. Il y a une chaîne continue. Ils sont tous, en fait, ils sont à l'instant même derrière moi. Si tu regardes par-dessus mon épaule, ils sont derrière moi. Ils sont là. Voilà. Jusqu'à Monsieur de Lascaux ou Madame de Lascaux, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ils sont tous là, ils me parlent. Ils s'adressent à toi à travers moi, je crois. Je crois ça quand je peins. Mais je le sens même quand je peins, je sens leur présence. Ils me font faire des trucs que je n'ai pas forcément envie de faire parfois. The Torture Never Stop, c'est une chanson de Frank Zappa. Et ça veut dire que la torture ne s'arrête jamais. Et je crois que j'avais... cette chanson faisait vraiment son sens, je crois, genre quand j'avais dû bosser pour les modules du Palais de Tokyo. Et je crois que j'en avais marre. C'était un été, je ne suis pas parti en vacances et ça faisait genre 2 ans que je n'étais pas parti. C'était... La torture ne s'arrête jamais, quoi. Parce que des fois, ça peut être chiant quand même. Des fois, t'as pas envie, quoi. Il faut bosser quand même. Voilà. J'ai entendu dire que justement les galeries d'aujourd'hui attendent plutôt des étudiants qui sont juste jeunes diplômés de l'Académie des Beaux-Arts. Ils n'attendent plus des gens comme moi.
Il y a les aides publiques. Encore une fois, c'est toujours trouver le temps de quand est-ce qu'on fait les dossiers. Et puis, il y aura toujours un dossier qui sera plus urgent qu'un autre. Donc, cette année, je vais faire la demande pour l'aide à l'installation et aussi regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme aide. C'est vrai que finalement, il y a des artistes qui arrivent à s'en sortir qu'en jouant avec les aides. Après, il faut vouloir faire les dossiers. Le temps de création, c'est quoi? Il y a des moments, ça peut être 60%, mais des fois, on peut descendre à 30 ou 20 de création. Le reste, c'est de la logistique, c'est de la compta, c'est du je vais à l'URSSAF pour demander l'échéancier, c'est que des trucs comme ça, quoi. Jusqu'à présent, en tout cas, moi, c'était vraiment des gros pics de travail, d'installation, et puis d'un seul coup les vernissages. Enfin, par exemple, le Palais de Tokyo, c'était un peu comme Montrouge, hein. Je me suis fait propulser, mais après il faut redescendre. Ça fait mal, hein, de redescendre quand même, ça fait super mal. Du coup ouais, c'est ça, c'est des moments où il y a une espèce d'euphorie, où on est dans le travail, on se dit il faut y arriver, on met toute l'énergie dedans, puis à la fin, ça y est, c'est fait, et les gens sont contents et tout, mais à partir du moment où l'œuvre est faite, c'est comme si il y a un truc qui se délite dans cette euphorie et qui peut partir en dépression. J'avais pété un plomb. Et c'est ça qui me motive en fait. Parce que quand je suis dans le bas, la seule chose qui me donne envie de remonter, c'est de me remettre tranquillement au travail. Il n'y a que ça qui va me remettre un petit peu à niveau. Donc, un conseil d'un commissaire d'exposition scénographe qui m'avait dit quoi qu'il arrive, je crois que j'étais peut-être même pas encore au Fresnois, ou ça devait être pendant la première année du Fresnois, donc j'étais vraiment jeune, qui m'avait dit quoi qu'il arrive, produis, continue à travailler, voilà, que ça explose et que tout d'un coup tu sois sur le devant de la scène ou que tu traverses le désert, parce que ça arrive, et c'est un enchaînement de choses. Quoi qu'il arrive, produis et travaille. Parce que quand tu seras au bout du désert et quelque chose va se produire, il faut que tu aies des choses à montrer, et c'est aussi pour toi un moyen de ne pas lâcher quand ça ne marche pas, quand ça ne répond pas en face, quand tu n'es pas suivi autant que tu le voudrais, ou pas du tout, ou pas autant qu'avant, continue à travailler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié à chaque fois. C'est-à-dire que dans les moments où j'étais un peu plus isolé, de continuer à travailler, d'avoir des choses à montrer, c'est ça qui permet d'avancer. Et de continuer aussi de sentir cette nécessité, en fait. C'est le travail qui paye. C'est pas parce qu'on fait Montrouge que tout tombe tout seul, faut travailler derrière, ça c'est important. Mon galeriste le dira, tout le monde vous le dira, c'est le travail qui est important, continuer dans sa pratique artistique, aller au bout des choses, voilà, donc jamais baisser les bras, jamais se retrouver déprimé parce qu'on n'a pas eu tel concours, tel truc, c'est pas grave ça, il y aura d'autres choses derrière, vraiment pas perdre la ligne qu'on s'est fixée, et puis faut y aller, quoi. Faut y aller, et quand on est jeune et qu'on est tout seul et qu'il n'y a pas de galerie derrière, faut tout faire. Faut faire le travail, faut produire les œuvres et aussi faire tout le travail de com derrière, voilà. Et c'est important, ça participe. Faut se faire voir, faut aller dans les vernissages, faut se faire connaître, voilà.